1798, les Irlandais unis étaient une société créée en 1791. Les dirigeants irlandais, poussés à se soulever par l'imposition coloniale, s'inspirent de la Révolution américaine de 1775 à 1783 et de la Révolution française de 1789. L'objectif du mouvement était d'obtenir la liberté pour l'Irlande. La devise est la suivante, l'égalité. C'est nouveau, c'est fort et ce sera entendu. La société compte de nombreux protestants de l'Église d'Irlande parmi ses dirigeants. Les membres étaient pour la plupart des catholiques et des dissidents, principalement des presbytériens d'Ulster. Ces derniers étaient également victimes des sévères lois pénales anglaises, dont on disait qu'elles étaient une machine savamment élaborée, pour l'oppression, l'appauvrissement et la dégradation d'un peuple, comme jamais l'ingéniosité pervertie de l'homme n'en a produit. Le charismatique Theobald Wolfton, chef des Irlandais unis, cherche à obtenir des droits pour ses compatriotes presbytériens et catholiques. Accompagné de Nappé Tandy, le fils d'un Quaker, un homme de conviction et de principe, il se rend à Paris pour demander de l'aide à Napoléon Bonaparte. Napoléon dit à Wolfton, « Mais vous êtes brave. » Le mouvement n'est cependant pas arrêté. Le général anglais Lake déclare, « Je suis convaincu que la lutte doit se faire entre l'armée et le peuple. » Les meurtres incontrôlés et extrajudiciaires sont à l'ordre du jour. C'est à Athay, dans le comté de Kildare, le 1er mai 1798, que les triangles sont apparus pour la première fois. La victime était attachée à une structure triangulaire en bois et fouettée à mort si elle n'avait aucune information à donner. Il y avait des fouetteurs droitiers et des fouetteurs gauchers. Ils fouettaient à l'unisson. Les flagellateurs fatigués étaient remplacés pour que la torture se poursuive, en retirant la peau, les muscles et le sang. Des potences de voyage portatives étaient utilisées pour les demi-pendaisons. Les victimes pouvaient être pendues à une structure en bois ou sur le dos d'un soldat. Elles étaient ranimées à chaque fois qu'elles perdaient conscience à cause de la strangulation. Dans une autre procédure, appelée picketing, la victime était laissée pendue mais pouvait choisir de se tenir un moment, si elle en était capable, sur des piquets pointus. Lorsqu'elle était proche de la mort, cette victime était également laissée en bas, ranimée et pendue à nouveau. Cette opération était répétée jusqu'à ce qu'il soit préférable de laisser la victime pendue. Dans tous les cas, le résultat était une mort atroce. Pour le pitch capping, un chapeau conique rempli de poix bouillante, ou de goudron, était fixé sur la tête de la victime. Le goudron bouillant coulait le long du visage et pénétrait dans les yeux et la bouche. Lorsque la poix avait refroidi, on retirait le bonnet et la plus grande partie du cuir chevelu. Les cheveux longs étaient enlevés à l'aide de cisailles, souvent avec les oreilles. Parfois, de la poudre à canon était ajoutée au goudron bouillant, qui était ensuite enflammé. Le plus célèbre d'une douzaine de prêtres mis à mort est le père John Murphy, de Bullavogue à Wexford. Il a été déshabillé, fouetté, pendu, décapité et son cadavre a été brûlé en face de son église. L'occupation anglaise inspire une telle crainte à la population que les femmes et les enfants partent volontiers au combat, aux côtés de leurs hommes, au risque d'une mort certaine. La méthode d'écrasement de la rébellion, telle qu'elle était, combattue principalement avec des outils agricoles, contre des fusils, pourrait bien avoir été l'une de ces choses à propos desquelles, le 18 mai 2011, Sa Majesté la Reine Elisabeth II, a déclaré « Des choses que nous aurions souhaité avoir été faites différemment ou pas du tout ». Connacht avait échappé au pillage du général Lake. Le 22 août 1798, le général Humbert arriva de France à Killala, dans le comté de Mayo. De nombreux jeunes gens de la région s'engagent dans son armée, dont les hommes de Dunquecone, à Mayo. Le 31 août 1798, il créa la République de Connacht et nomma John Moore comme président. L'état physique pitoyable des personnes démunies en Irlande, affamées et parfois mal vêtues, frappa les soldats français. Le général Humbert envisage de marcher sur Granard, mais les Irlandais y ont subi une défaite. Un commandant anglais à Granard, du nom de Heppenstall, était surnommé The Walking Gallows, la potence ambulante. Originaire de Wicklow, il jetait une victime par-dessus son épaule, avec une corde autour du cou, et sautait jusqu'à ce que la victime soit morte. Lorsque les Anglais se lassent des pendaisons, les prisonniers encore en vie sont attachés et laissés sur la route pendant la nuit. Au matin, un troupeau de bétail est conduit sur eux. Tous ceux qui sont encore en vie sont ensuite fusillés. Dans les jours qui suivent, une orgie de brûlures, de flagellations et de fusillades de la population locale commence. Afin de dissuader quiconque de rejoindre Humbert. Le général anglais Cornwallis sait qu'Humbert se dirige vers Balnamuck. Les Anglais sont environ 35 000. Les forces d'Humbert comptent moins de 2000 hommes. La bataille a lieu le 8 septembre. L'armée d'Humbert doit se rendre. Les Français sont faits prisonniers de guerre. Les prisonniers irlandais sont massacrés. Après l'action de Balnamuck, le régiment se rend à Carrick-on-Shannon où, devant eux, dans le palais de justice, se trouvent quelques centaines de rebelles. Cornwallis donna l'ordre de pendre un certain nombre d'entre eux sans autre cérémonie, et un certain nombre de bouts de papier furent roulés avec le mot Death ou mort, écrit sur le nombre de personnes à tuer. Les bouts de papier étant placés dans un chapeau, l'adjudant-capitaine Kay entra dans le palais de justice et le tirage au sort commença. 2 lieux d'exécution étaient utilisés à Carrick-on-Shannon. Les prisonniers qui n'étaient pas pendus sur le premier site étaient envoyés sur le second. D'autres prisonniers étaient exportés, comme esclaves, vers des colonies comme l'Australie et la Tasmanie. Au cours des 2 premières semaines de septembre 1798, des soldats et des armées plus nombreux et plus importants que la population locale n'en avaient jamais vu marauder dans les campagnes de Leitrim et de Fina. Des vols,
Des viols et des meurtres de jeunes et de vieux ont été perpétrés par des soldats, qui pouvaient prendre des quartiers libres où ils le souhaitaient et avaient toute latitude pour faire ce qu'ils voulaient. Nos 3 princesses, qui sont venues avec nous en Irlande comme les anciens l'avaient souhaité, s'appellent Ere, Banbu et Folu. Elles s'occupent de la terre et du peuple, de leur défense et de l'apprentissage. Mais une autre étape de leur relégation dans l'obscurité venait d'être franchie. Et la famine devait encore survenir en 1845.